et bienvenue sur notre antenne. Merci de suivre notre émission quotidienne, le Faux Journal. Aujourd'hui, et comme tous les jours depuis aujourd'hui, notre équipe de journalistes hautement qualifiés a le plaisir de vous faire partager son dossier d'enquête sur les divers événements qui rythment notre actualité, qu'ils soient culturels, sociaux ou même socio-culturels. Nous allons cette fois nous intéresser à un événement aussi sulfureux qu'intéressant et qui est connu, reconnu dans le monde entier. Je veux parler bien sûr des Jeux Olympiques. Il semblerait en fait qu'il y ait un petit malentendu. Le sujet d'aujourd'hui est bel et bien le Festival de Cannes. Alors cela ne change pas d'introduction, aujourd'hui c'est une manifestation connue et reconnue dans le monde entier, mais pour en parler un petit peu plus et aborder son histoire, nous allons accueillir notre premier invité, monsieur Mathieu Mahoun. Alors monsieur Mongou, bonjour, vous êtes acteur, réalisateur, producteur, plombier et scénariste. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler plus en précision de l'histoire du Festival de Cannes, en quoi il a été créé grâce à l'histoire de notre pays, en quoi il a influencé le monde du cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet en remontant aussi loin qu'on peut, donc c'est-à-dire dès sa naissance? Bonjour à tous. Alors le Festival de Cannes a été fondé en 1946 et c'est un festival de cinéma international qui a lieu à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, et qui se déroule durant 12 jours. Il a été fondé par Jean Zaillant, qui était le ministre des Beaux-Arts du Front Populaire à l'époque. Oui, alors ça c'est l'histoire que nous connaissons tous, la définition classique, entre guillemets. Nous allons essayer de nous intéresser à l'histoire un petit peu moins célèbre. Les tensions politiques et la guerre étaient proches à cette époque, n'est-ce pas? Effectivement. Et pour que vous compreniez mieux, on va se situer dans les années 1938. L'Italie et l'Allemagne étaient en grosse guerre, on va dire, dans une guerre annoncée, qui allait par la suite éclater, on va pas faire un cours d'histoire. Et justement, à l'époque, la Mostra était le festival de cinéma le plus important. C'est vrai. Et malheureusement, à cette époque-là, on se préoccupait plus de la politique, et le cinéma a été délaissé. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu des conflits d'intérêts entre la politique et le cinéma, quoi. On se rappelle que l'une des séances du festival de Mostra a été ouverte par Goebbels, qui était l'un des bras droits d'Hitler à l'époque. Et vous pensez que donc, qu'est-ce que ça aurait provoqué l'ouverture en France de quelque chose comme ça? Effectivement, à l'époque, c'était extrêmement difficile puisqu'une guerre allait éclater. Et on a vu que énormément de films ont été supprimés, ont été enlevés, puisque bon, ça ne correspondait pas aux intérêts des uns et des autres. Alors évidemment, il aura fallu choisir un pays pour que le festival prenne. La France a été choisie. D'accord. On a décidé de faire un festival pour contrer un petit peu ce festival de Mostra. Exactement. D'accord. C'était à l'époque donc le festival vraiment le plus important. Et pour réussir à le contrer plus ou moins et à avoir un festival d'une importance similaire à celui de la Mostra, mais via les alliés de l'époque, on a choisi de l'implanter en France. Alors il y avait plusieurs villes qui étaient en concurrence, que ce soit Monaco, Nice, Biarritz. Et pourquoi Cannes du coup? Cannes a été tout simplement choisi pour une raison assez simple et banale, parce que Cannes représentait une ville où l'ensoleillement régnait. D'accord, c'est le cadre enchanteur, voilà, un petit peu, d'accord, qui a fait que Cannes a été choisi, aucune dimension, aucune histoire à la ville, Cannes n'était pas d'accord, très bien. Et alors, nous sommes donc en 1939, la première édition de 1939, qu'a-t-elle donné? Elle a été annulée parce qu'on était en situation de guerre, vraiment. Le début de la guerre, exactement. Ah d'accord. Début de la Seconde Guerre mondiale. Donc le festival n'a malheureusement pas pu être tenu. Et on verra qu'il aura été repoussé jusqu'en 1946, donc après la guerre, lorsque le climat s'est un petit peu apaisé. Et donc la première édition du Festival de Cannes a lieu en 1946. Nous sommes donc en 1946, alors après 2 tentatives infructueuses en 42 et 45, nous avons donc le droit à notre premier Festival de Cannes. 21 pays présents, 11 récompensés pour d'illustres films tels que L'Abeille à Bête de Jean Cocteau et Rome ville ouverte de Rossellini. D'accord. Alors à l'époque, c'est peut-être plus une manifestation mondaine avec des enjeux un peu politiques,
Est-ce que ça change au fil du temps? Est-ce que ça va évoluer? Mais justement, à cette époque-là, le festival est organisé par le gouvernement français. Et donc, ils y invitent des nations, diverses nations. Cependant, le festival subit un lot d'interventionnisme très important, puisque notamment avec Nuit et Brouillard qui a été retiré à la demande de la RFA. D'accord, l'Allemagne à l'époque est encore divisée, qui a été choquée un peu par le traitement du film. Exactement. D'accord, les Américains aussi ont enlevé un des films. Et qui présidait à l'époque le jury? Le jury à l'époque était présidé par Robert Favre-Lebré. D'accord, mais est-ce que c'était des acteurs, des réalisateurs qui, comme aujourd'hui, sélectionnaient les films et les jugeaient tout simplement? Et non, à l'époque c'était l'Académie française qui s'en chargeait. D'accord. Donc l'Académie française, donc des savants, des littéraires, plutôt qu'aujourd'hui des réels professionnels du cinéma. Exactement. Mais on a vu que le festival a pris énormément d'importance, puisque les journalistes en nombre commençaient déjà à cette époque-là à se rendre au festival, puisqu'ils représentaient le nouveau visage du cinéma, avec l'entrée de nouveaux pays tels que le Japon, le Brésil, l'Australie, des pays qu'on sous-estimait plus ou moins cinématographiquement parlant. D'accord. Qui, au fur et à mesure de l'histoire du festival, rentre de dans... l'importance et rentre D'accord. réellement. Le festival permet l'arrivée de ces nouvelles nations du cinéma. Exactement. À la fin des années 60, le festival devient déjà la manifestation cinématographique la plus importante du monde. D'accord, alors on peut rappeler aussi que donc nous avons les Oscars en face, mais l'Oscar n'est pas un festival, c'est une compétition. La quinzaine de Canoise, comme l'a dit, ça se déroule sur plusieurs jours et donc n'est pas réellement comparable avec les Oscars. Tout à fait. Nous sommes dans la fin des années 1960 et on va tout de suite évoquer ce qui s'est passé en 1968, puisqu'on a vu qu'il y avait énormément de soucis à cette période-là en France. Et donc ça s'est répercuté sur ce festival, puisque les jeunes réalisateurs souhaitaient également du changement dans la manière dont le festival était géré, au niveau de la sélection notamment. Oui, parce que la sélection était encore faite par les États, en général il y avait beaucoup de pression. Exactement, il y avait énormément de pression. On a vu d'ailleurs à ce sujet un débat très houleux entre Louis Malle et Polanski. D'accord. Et finalement, en 1972, grâce à la demande de Maurice Besset, délégué général, et du président de l'époque, et de son conseil d'administration bien évidemment, le festival deviendra seul décisionnaire des films. C'est eux qui vont intégralement choisir ces films. Très bien, alors pour résumer, on peut dire qu'après un début politique, un début très houleux, très détendu, le festival s'est petit à petit désolidarisé de ces causes-là en devenant culturel, en devenant professionnel et s'est détaché de ce milieu politique. Et de plus, il a retrouvé une certaine liberté qu'il n'avait pas avant, puisque les États, comme vous l'avez bien souligné, étaient un petit peu trop décisionnaires dans les choix des films. D'accord, donc finalement les bouleversements sociaux sont reflétés sur ce festival qui a su accompagner un petit peu les changements au fil du temps. Alors est-ce que artistiquement, est-ce que cette évolution s'est vraiment répercutée sur le festival? Est-ce que le spectateur a pu vraiment voir un changement parmi les films qui ont été sélectionnés? Totalement, puisque à partir du moment où le festival a maintenu son cap de la diversité, nous avons vu que les Asiatiques sont devenus de plus en plus exposés dans ce festival, avec notamment la présence d'Imamura et bien évidemment de Kurosawa. C'est la découverte des réalisateurs asiatiques célèbres qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. D'accord, très bien. Et qui ont pris de plus en plus de poids grâce à ce festival justement, qui les a vraiment découverts aux yeux du public. Donc finalement, on peut dire qu'au fur et à mesure du temps, le festival qui au début avait besoin de stars pour se faire découvrir, comme Alain Delon, Cary Grant ou encore Brigitte Bardot, finalement c'est lui qui devient celui qui fait devenir les stars célèbres. Finalement c'est lui qui découvre les stars, les rôles se sont un peu inversés. Il a créé ces stars et c'est assez formidable quand on y repense maintenant, parce il aura vraiment été un vrai découvreur de talent. De nouveaux réalisateurs, dont ces fameux réalisateurs de la nouvelle vague qui ont pourtant créé la polémique pendant un moment. Aujourd'hui, tout le monde connaît Truffaut, Godard, ce sont des films comme Les 400 coups qui sont devenus mythiques. Et même des films plus récents pour la nouvelle génération, tels qu'Elephant, réalisé par Gus Van Sant. Qui sont des indépendants américains, ça a permis aussi le développement du cinéma indépendant. Totalement.
et on aura eu le plaisir de découvrir un film vraiment, on va dire, à la fois extraordinaire, mais vraiment qui a cassé l'image du cinéma qu'on Des connaissait. films uniques aujourd'hui, Unique, qui absolument sont des unique. références. Voilà. D'autres œuvres ont provoqué de vives réactions lors de ce festival, notamment Fahrenheit 911 de Michael Moore, qui a posé la question: faut-il s'immiscer dans la vie politique? Ce festival a-t-il le droit de s'immiscer dans la vie politique? Bien sûr, ça dénonçait les agissements de George Bush. Est-ce que le festival a le droit de dénoncer? Ça a forcément levé une polémique. Et ça a levé une vraie polémique. La question qui a été posée, c'est: est-ce que ce festival doit-il rester dans ses proportions cinématographiques ou doit-il empiéter dans le domaine politique? Et là, c'est une question qui est toujours d'actualité. D'accord, très bien. Donc on peut dire que finalement, avec l'évolution du festival aujourd'hui, la liberté et aussi l'ouverture aux polémiques, aux débats, et finalement ça permet de voir tout voir peut-être un peu trop. Effectivement. Très bien, eh ben, merci d'être venu. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de notre dossier. Pour faire un bref résumé, nous pouvons dire que le festival, après des débuts très troubles, après des débuts très liés à la politique, il a su évoluer avec son temps, a su devenir le festival que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une grande manifestation qui est devenue au fil des années le lieu de convergence de tous les amoureux de cinéma, de tous les critiques de cinéma. Et ça nous amène donc à la deuxième partie de notre dossier, ce sont la communication, les scandales que peuvent provoquer ce festival, et comment les acteurs, les réalisateurs et les agences et les entreprises ont pu tirer parti de ces scandales. Mesdames et messieurs, voici donc notre second invité, Monsieur Laurent Fauquenot. Hi. Monsieur Fauquenot, bonjour. Vous allez donc nous parler un petit peu plus en détail de l'histoire de ce festival, en se penchant un peu plus sur les scandales et Je la me communication permets de t'interrompre tout de suite. Je suis pas Laurent Fauquenot. Moi, je suis John Terry. Je suis là pour présenter ma rubrique About London 2012. Pardon. Je dois dire à la Pardon. France, vous n'avez aucune Excusez-moi, chance d'avoir de excusez-moi. médaille. L'homme Les à Jeux nous, Olympiques, ce n'est pas excuse-toi. ici, ce n'est L'homme pas à ici, nous, les n'a- Olympiques, c'est le plateau à côté, pardon. Vous vous foutez de ma gueule. C'est la quatrième fois que je me gourre. Vous avez Oui, des mais- immeubles immenses, mais vous faites ça pour Pardon. rien, bande de Excusez-moi. débiles. Stupid Oui, fuck. je- Vous êtes vraiment tous... Mesdames et messieurs, donc voici notre second invité, Monsieur Laurent Fauquenot. Monsieur Fauquenot, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Les scandales, ça vous connaît, la communication, c'est votre métier. Alors est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter un peu plus et nous commencer votre sujet? Pas de souci. Tout d'abord, je commencerai à dire que je ne suis absolument pas dans la communication, je ne connais rien du tout à ce métier. Moi, je suis ébéniste dans le 69, ça n'a pas trop de rapport, mais on m'a demandé de faire un exposé, alors je le fais. Alors, on va commencer par faire un lien entre les scandales et la communication, comment les scandales ont pu profiter aux personnes, ou comment dire, aux films directement présentés lors du festival. Pour cela, on va surtout mettre en avant les scandales qui sont voulus par les personnes Qui sont provoqués. qui sont provoqués exactement Bien sûr. par les personnes qui présentent le film, et aussi les scandales non voulus. Pour les scandales voulus, on va commencer tout de suite avec la reine, je dis bien Madonna, qui en 1991, pour présenter son nouveau film documentaire In Bed with Madonna, était arrivée sur la croisette, démonter les marches du tapis rouge en petite tenue, en lingerie, dessinée par Jean-Paul Gaultier. D'accord, donc on peut imaginer qu'en 91, ça a provoqué... Ah, la ça a fait polémique, fureur. ça a fait Ah non, scandale. non, ça a fait fureur, ça a fait scandale. Tout ceci juste pour justement, comment dire, réussir à mieux vendre son... J'allais dire DVD, mais c'était VHS à l'époque. À mieux vendre son film qui, au final, n'était pas vraiment... D'accord, alors quand même, on peut dire que Madonna, avec sa tenue Jean-Paul Gaultier, affriolante. a Nous quand vous même... montrons d'ailleurs les images. Elle peut se targuer quand même d'être la personne ayant attiré le plus de monde pour la montée des C'est marches. vrai, c'est vrai, il n'y avait jamais eu autant de personnes pour la montée des marches. Le système de sécurité avait été totalement chamboulé, les gardes du corps repoussés. Ce de fut tous un côtés. passage inoubliable, un petit peu moins que son documentaire qui est beaucoup plus oublié. Un second exemple peut-être? Oui, bien évidemment. Et je reprendrai tout de suite en parlant du scandale d'Isabella Gianni, qui, soit dit en passant, était beaucoup moins voulu que celui de Madonna précédemment. Mais Isabella Gianni, qui en 1983 avait monté les marches du Festival de Cannes pour présenter le dernier film de Jean Becker, L'été meurtrier. Alors, la star qui était lésée de l'intrusion des paparazzis dans sa vie avait, comment dire, décidé de se refuser le jeu du photocall.
Oui, alors on peut peut-être rappeler à nos téléspectateurs que le photocall, c'est cette fameuse séance de montée des marches rouges où les acteurs, les actrices sont appelés par les journalistes, d'où le nom photocall, afin qu'ils puissent faire la bonne photo. Ce sont des séances organisées tous les ans, mais qui sont très réglementées et qui durent en général pas plus de quelques minutes. Oui, oui. Et justement, ayant décidé de boycotter, enfin de bouder un peu ce photocall, la star s'attirera un peu les foudres des paparazzi car ils décideront de totalement la boycotter du reste du festival, posant même leur appareil photo à leurs pieds et décidant même de tourner le dos à la star quand elle passera devant. Oui, c'est un événement assez unique. On peut vous montrer les images. On a des photos. Comme nous pouvons le constater sur ces photos, les photographes posent leur appareil photo à leurs pieds, justement pour prouver le boycott, enfin pour montrer leur boycott à Isabelle Gianni. Ils auront même plus tard carrément tourné le dos à la star qui passera devant eux. On va parler d'un tout autre genre de scandale, celui du film La haine, réalisé par Mathieu Kassovitz, qui en 1995 met en scène la vie de 3 jeunes de banlieue et surtout de la haine qu'ils ont pour la police. Le scandale aura lieu bien avant la projection, car dès la montée de l'équipe du tournage, dès la montée des marches, le service d'ordre leur tournera le dos, tout simplement leur tournera le dos, car ils n'y voient qu'un pamphlet anti-flic. Eh Vince, tu la connais l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages? Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète: jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Je la connaissais, mais avec un rabbin. Tu vois, c'est comme nous à la Tessie. Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. On nous rejoint un petit peu le scandale d'Isabelle Adjani avec Exactement. le boycott, d'accord. Exactement. Malgré cela, le film a eu le succès qu'on lui connaît, et c'est aujourd'hui un phénomène de mode. La plupart des jeunes le connaissent, et on peut peut-être faire la transition, car dans ce film, l'un des acteurs principaux, c'est Vincent Cassel. qu'on Vincent retrouvera- Cassel, qui est plus ou moins lié à un autre genre de scandale qui a eu lieu à Cannes aussi, mais plus ou moins à cause d'une autre raison, la violence dans le film. Nous allons voir tout de suite ça maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, Irréversible, film réalisé par Gaspard Noé en 2002 et qui met en scène une femme, Monica Bellucci, se faisant violer dans un tunnel et pour se venger, son ex-petit copain et son petit copain mènent une traque violente et pénible au possible. Dès les premières minutes du film, certains sont sortis de la salle, ils ont crié au scandale. Monica Bellucci penserait que certains crieraient au génie et que d'autres diraient que ces films doivent être interdits. Je pense qu'on peut regarder un petit extrait. Non, ce sera de l'extrait. Nous allons peut-être pouvoir citer quelques autres films en vitesse, par exemple Funny Games. Oui, ou encore Pulp Fiction, qui vont défrayer la chronique dans un style différent, car tout simplement le public du Festival de Cannes n'était pas d'accord avec le jury et ont simplement hué lorsque les réalisateurs de ces films ont été sur le podium pour récupérer leur trophée. On se souviendra même de la Palme d'Or, excusez-moi, et on se souviendra même de Quentin Tarantino qui avait fait un petit doigt d'honneur au public qui le huait. Oui, quand on sait le succès qu'ont eu ces films aujourd'hui, qui sont devenus des classiques, on se demande de qui était ce public. Mais bon, bref. Maintenant, nous allons peut-être pouvoir expliquer aux gens pourquoi justement ces films en faisant scandale arrivent à une certaine notoriété. Qu'est-ce qui fait que ce scandale fait cet effet? En quoi ce festival, qu'est-ce qu'il y a de spécial? L'ampleur. Bah oui, l'ampleur, tout simplement. Hein. Le cinéma, tout le monde est fan, tout le monde adore. Alors maintenant, le festival prend une dimension extraordinaire. En effet, plus de 4000 journalistes qui représentent 1600 médias pour 85 pays. On peut dire que c'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels des médias. Oui, et évidemment, tout ceci n'est pas sans le risque de vider le festival de sa substance artistique et culturelle au profit de tous les intérêts qui gravitent autour, en somme de n'être qu'un événement médiatique au détriment même du cinéma. Exactement. Monsieur Fauquenot, merci C'est moi d'avoir qui vous été parmi nous. remercie, c'est gentil. Nous allons pouvoir conclure maintenant cette seconde partie en disant qu'après 45 ans de croissance et d'activité, le festival et son marché est devenu la première plateforme de commerce international de films. C'est pour ça qu'il est devenu très important de se faire remarquer à cette manifestation par tous les moyens. S'il s'affirme aujourd'hui comme le lieu de rencontre médiatique et privilégié du cinéma mondial, le festival a su montrer qu'il était aussi très à l'écoute des jeunes réalisateurs et des jeunes talents qui contribuent en retour à son rayonnement. Au fil des ans, le festival a su acquérir une autorité basée sur l'équilibre d'une part entre les films qui ont un certain impact médiatique, qui ont une certaine qualité artistique,
et d'autre part la multiplication de films plus accessibles, avec le hors compétition notamment. Il devance aujourd'hui autant qu'il restitue l'évolution du cinéma mondial et ses tendances, en créant par exemple et en privilégiant le cinéma d'auteur grand public. Aujourd'hui, sa priorité reste donc bel et bien le cinéma. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi avec nous notre dossier. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau dossier d'enquête sur le Poulle Basquez à Marseille.